Et yo tout le monde, c'est Farstarpa. Aujourd'hui très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une nouvelle tier list. La semaine dernière c'était la fin des Jeux Olympiques d'hiver de 2026 à Milan Cortina. Vous savez, moi je suis un giga fan des Jeux Olympiques, j'essaie toujours de regarder le maximum. D'ailleurs j'avais fait 3 vidéos durant cette période, donc des espèces de quotidien JO où je résumais toute l'actualité et les résultats de ces 2 semaines de compétition. Donc si ça vous intéresse, allez voir ça. Mais aujourd'hui concept très différent puisque c'est beaucoup plus subjectif. J'ai juste en fait donné mon avis personnel par rapport à tous les sports qu'il y a eu, tous les sports que j'ai regardés. Bien entendu, tout ce que je vais dire dans cette vidéo c'est très subjectif, ça va être complètement mon avis personnel, ce que moi personnellement j'aime et ce que j'aime moins. Que n'hésitez pas à me partager votre avis à vous dans les commentaires et à faire votre propre tier list. Aussi, je tiens à préciser que je suis pas du tout un expert dans aucun de ces sports là. La plupart c'est la première fois de ma vie que j'en regarde. Je vais vraiment donner mon avis en tant que voilà, juste une personne lambda qui regarde vraiment ça pour le divertissement, pour les Jeux Olympiques. Si il y a des connaisseurs qui veulent donner des petites précisions techniques sur les sports, n'hésitez pas. Juste préciser également avant de commencer comment j'ai choisi donc les sports et les catégories, parce que on se retrouvait un petit peu face à un problème où je pouvais ni utiliser la distinction officielle des sports, donc les 16 sports, ni utiliser la distinction officielle de tous les events qu'ils appellent. Il y a clairement des sports qui comprennent des épreuves très différentes et ça aurait été complètement insensé de les classer comme grande catégorie sportive alors que c'est des épreuves, en tout cas pour le téléspectateur, qui ont aucun rapport. Je pense bien évidemment au snowboard par exemple, le snowboard cross par exemple, qui est extrêmement différent du snowboard de halfpipe par exemple. Et c'est pour ça que j'ai fait cette distinction moi-même. Encore une fois, vous pouvez en débattre dans les commentaires. C'est vrai qu'il y a eu des choix qui ont été faits, il y a eu des regroupements que j'ai faits et d'autres séparations que j'ai fait. Ultimement, c'est toujours des choix un peu personnels. Mais je pense que j'ai quand même là fait des choix assez logiques. Après ce très long blabla, on va enfin pouvoir commencer avec le premier sport, bobsleigh. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai trouvé très impressionnant. Je pense que ça va aller en C. Le truc c'est que c'est très répétitif. En tant qu'observateur lambda, on comprend pas du tout les détails techniques parce que c'est des sports qui se jouent vraiment sur des micro détails, des petites finitions, des petits mouvements qui peuvent tout changer. T'as un petit peu l'impression, en tout cas personnellement j'ai un petit peu l'impression de regarder la même descente 40 fois quoi. C'est impressionnant aux 2-3 premières fois, mais au bout d'un moment ça devient très répétitif. Et sinon il y a aussi le fait que le bobsleigh passe après la luge et le skeleton qui fait que c'est encore moins impressionnant en fait, parce que la luge et le skeleton, il y a ce côté vraiment waouh, c'est un humain qui prend des risques de fou malade, qui limite t'as l'impression que chacun et chacune risque leur vie sur la piste, et peut-être c'est ça qui donne peut-être un petit peu plus d'excitation à la luge et au skeleton, tandis que le bobsleigh, vu que dans le calendrier il vient après ces deux épreuves là, le bobsleigh ça paraît un peu moins risqué, il y a moins cet effet waouh parce que forcément les athlètes sont dans un genre de traîneau, un genre de voiture, donc t'as moins cet effet là. Par contre, un truc que j'ai préféré au bobsleigh par rapport à la luge et au skeleton, c'est que le côté télévisuel était sympa. Je me rappelle qu'il y avait un tracé de la piste qui était mis à jour en temps réel à la télé lorsque les athlètes concouraient, ce qui n'était pas le cas en luge et au skeleton. C'était un peu comme des courses de voiture et tout. La luge et le skeleton, pareil, ça va entrer en C. C'est pas mal le même constat que pour le bobsleigh, mais avec la différence que pour je ne sais quelle raison, il y a eu moins cet aspect télévisuel. On voyait pas la piste dans son entièreté pendant que les athlètes concouraient. Déjà de base c'était pas très intéressant, donc là c'est encore moins intéressant que le bobsleigh. Et encore une fois, c'est tellement des micro finitions, des micro mouvements du corps que pour un spectateur lambda c'est pas très intéressant. Aussi, autre truc que je trouvais plus intéressant au bobsleigh, c'est que il y avait peut-être un petit peu plus de différence. Tu voyais parfois plus les voitures un petit peu aller à gauche, aller à droite sur la piste, tandis que luge et skeleton c'était vraiment extrêmement homogène. Télévisuellement, le bobsleigh c'est peut-être un peu mieux parce qu'il y a un petit peu plus de mouvement visible, on va dire. Combiné nordique, j'ai pas regardé spécialement, mais de toute façon c'est un mélange de saut à ski et ski de fond, donc voilà. Patinage artistique, alors là
Ok, vous savez quoi, patinage artistique, on va garder pour la fin parce que j'ai un avis extrêmement controversé dessus. Je sais que si je le dis tout de suite, je pense que plein de gens vont juste quitter la vidéo et m'insulter dans les commentaires. Donc, on va garder cet avis très controversé pour la fin. Ok, sur glace, par contre, excellent sport, peut-être le sport phare des JO, le seul sport collectif véritablement des JO d'hiver. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète là-dessus qui parle que du hockey au JO et présenter un petit peu donc les bases, toutes les informations à savoir. Sport très physique, quand même assez facile à comprendre aussi, hein. Faut mettre la rondelle dans le filet tout simplement. Le hockey, c'est l'un des rares sports que moi je regarde déjà de base, donc je connaissais beaucoup plus forcément que les autres sports. Mais après, ce qui m'empêche de le mettre en S, ce qui fait que le hockey est entre guillemets seulement en A, c'est que comme quasiment tous les sports collectifs, je trouve, ils s'adaptent un petit peu mal au format Jeux Olympiques. Genre pour moi, les deux seuls sports véritablement collectifs qui sont parfaits pour le format JO, c'est le rugby à 7 et le basket 3x3. Parce que c'est peut-être mon opinion, c'est peut-être comment je le ressens, mais pour moi les JO c'est une multitude de sports très très rapide, très très concentré, ça va tac 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 et ça enchaîne. Tandis que le hockey, comme la plupart des sports collectifs, c'est un sport où il faut te poser, où idéalement pour bien comprendre le match, pour bien en fait rentrer dans le match, pour bien profiter, il faut que tu regardes au moins une période et idéalement bien sûr les 3 périodes, ça fait 2h30, 3h. Et dans un contexte de JO, en tout cas personnellement je trouve que c'est un peu dur de se motiver, de se poser 3 heures devant un match de hockey quand tu as 3 autres épreuves à côté qui sont eux beaucoup plus courts, qui vont se terminer beaucoup plus vite et potentiellement des compétitions à médailles aussi, tandis que le hockey forcément c'est 2 médailles juste à la toute fin. Ça fait que, en tout cas personnellement, s'il n'y a pas mon pays qui joue, que je vais clairement pas regarder un match de hockey au JO quand il y a d'autres épreuves à côté. Par contre, quand il y a mon pays qui joue, c'est incroyable, c'est clairement le S. Quand il y a le Canada qui joue ou les 2 finales de hockey, même je me rappelle le quart de finale face à la Tchéquie, la demi-finale face à la Finlande, tout ça c'est clairement du S, c'est clairement l'un des meilleurs moments que j'ai eu devant ces Jeux Olympiques. Mais encore une fois, si on prend le sport dans sa globalité, surtout quand il n'y a pas ton pays qui joue, je trouve que c'est plus un A. Ensuite, on a le short track que je vais mettre en A également, et c'est également l'un des sports que je connaissais un petit peu avant. J'étais même allé voir en direct, je crois que c'était une étape de la Coupe du Monde quand c'était venu à Montréal. C'est toujours très impressionnant, tu sens que c'est très technique. Vous allez me dire que la totalité de ces sports là c'est très technique, il faut vraiment savoir quoi faire, et c'est vrai, mais le short track tout particulièrement, ça se voit direct qu'il y a beaucoup de stratégies de déplacement, de ménager ses efforts, d'exploser au bon moment, au bon endroit. C'est un sport très intense, très rapide. Souvent en 2-3 minutes c'est terminé, avec toujours des rebondissements. Il peut toujours avoir des chutes. C'est véritablement, je pense, l'un des sports où les erreurs, donc c'est-à-dire les chutes, font le plus partie du jeu. C'est un avantage et en même temps un petit peu un inconvénient aussi, parce que des fois forcément quand quelqu'un remporte une course juste parce que tous ceux qui étaient devant ont chuté, ça remet un petit peu en cause la légitimité, mais on va pas se mentir que quand c'est à l'avantage de ton pays, tu t'en plains pas. Saut à ski aussi, peut-être la plus belle surprise de ces JO pour moi, c'est un A aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé et ça peut paraître un petit peu surprenant, surtout compte tenu de ce que j'ai dit pour la luge et le skeleton, parce que au final, le saut à ski, c'est aussi un sport très répétitif, ça c'est réel, où on comprend pas du tout non plus les détails techniques qui font toute la différence. Mais moi j'ai vraiment trouvé que le saut à ski, c'est un sport très friendly, très télévisuel pour ceux qui connaissent pas du tout. De 1 parce que il y a ce côté un peu objectif où si tu sautes le plus loin, tu vas avoir plus de points. Ça c'est clair, et surtout avec donc toutes les indications de vitesse, d'angle, de distance, tu vois clairement qui est allé plus loin que qui. Il y a cet aspect-là très concret, très mathématique, mais c'est aussi et surtout parce que le saut à ski, ça se note sur la distance, mais également sur la beauté de l'atterrissage notamment. Et ça, j'ai trouvé que parmi les sports de notation, c'est l'un des plus clairs. C'est l'un des sports où, en tant que personne lambda, tu vois facilement si quelqu'un a bien atterri ou pas. Enfin, en tout cas, quand tu te concentres 5 minutes et que tu vois 2-3 sauts, tu commences très vite à comprendre ce qui est un bel atterrissage ou pas. Tandis que d'autres épreuves de notation, je pense forcément au patinage artistique, c'est très compliqué de comprendre ce qui est un bon coup ou pas.
Là c'est beaucoup plus simple et donc ouais, ça fait au final, je trouve, un sport très télévisuel, très fun à regarder, aussi très court, très intense, ça dure pas si longtemps et contrairement, comme j'ai dit, à un match de hockey où il faut vraiment que tu te branches longtemps pour pouvoir l'apprécier, le saut à ski, tu peux regarder 3-4 sauts, tu peux t'émerveiller dessus et passer à une autre épreuve après. Maintenant, on va entrer dans le ski alpin et ça je vous le dis direct, j'ai malheureusement pas pu regarder parce que faut savoir que les épreuves c'était très tôt, je crois que c'était en matinée à Milan, donc moi j'habite au Québec, moi c'était entre 4h et 9h du matin grosso modo. J'ai quasiment pas pu regarder, le seul que j'ai pu regarder c'est le slalom et pour le coup c'est, je pense, tout simplement la pire épreuve que j'ai regardée au JO. C'est incompréhensible, j'avais beaucoup d'attentes, j'étais extrêmement déçu parce que de 1 c'est extrêmement répétitif, on comprend pas du tout ce qui se passe et aussi extrêmement long, vraiment. Je comprends pas c'est quoi l'utilité d'avoir des 50-60 athlètes alors que d'autres sports c'est beaucoup plus resserré, c'est beaucoup plus intense. C'est très long, c'est très redondant, c'est pas intéressant et surtout c'est peut-être mon côté un petit peu obsessif, mais c'est extrêmement frustrant de pas comprendre pourquoi certains athlètes touchent certains poteaux et pas d'autres. Enfin bon, j'avoue qu'avec une simple recherche Google, j'aurais sûrement eu la réponse, mais moi ça m'avait vraiment perturbé pourquoi certains ils devaient la toucher et certains ils devaient l'esquiver. Ça j'ai pas compris. Mais juste non, visuellement, c'est un petit peu comme le luge et le skeleton, c'est-à-dire que les 2-3 premières descentes, tu vois, waouh, c'est quand même très impressionnant ce qu'ils font, mais très rapidement, ça devient très lassant. Et ouais, non, vraiment, j'ai pas aimé du tout. Maintenant, on va rentrer dans le curling et j'ai fait la distinction entre les doubles mixtes et les épreuves normales de hommes et femmes parce que pour le coup, j'ai eu beaucoup plus de plaisir au double mixte que aux hommes-femmes. En fait, j'ai eu beaucoup de plaisir aux hommes et femmes. Déjà, je vais parler du curling d'une manière générale parce que c'est une très belle découverte. C'est vraiment l'un de mes meilleurs moments, encore une fois, de ces JO. C'est un jeu vraiment qui est passionnant, qui est fascinant, que je pense tout le monde se moque un petit peu au début. Puis si t'as l'ouverture d'esprit de te concentrer un petit 15-20 minutes, de vraiment essayer de comprendre le match, tu vois que c'est un sport vraiment ultra intéressant avec des stratégies de fou, aussi des gestes. T'apprends à apprécier les gestes, voilà, parce que au début tu vois juste des mecs ou des femmes qui lancent des pierres sur une glace et ça a l'air un peu nul. Mais si tu te concentres, t'apprends vraiment à repérer c'est quoi les bons coups, c'est quoi les mauvais coups, c'est quoi les gestes techniques incroyables et tu commences vraiment à apprécier. Donc j'ai beaucoup aimé le curling, mais ce pourquoi j'ai préféré le double mix au classique homme-femme, c'est que le double mix pour moi c'était beaucoup plus court et intense. Déjà le fait que ça joue à deux, je suis pas mal sûr qu'il y a moins de pierres au double mixte que dans les épreuves par 4. Ou alors j'ai vraiment très mal regardé, mais il me semblait que les parties de double mix étaient beaucoup plus courtes et donc il y avait toujours beaucoup plus de choses qui se passaient. Les épreuves à 4, le petit problème je trouve c'est que dans certains rounds, surtout les premières pierres, en tant que personne lambda qui connaît rien, c'est pas très évident de comprendre ce qu'ils font. Ça met un petit peu du temps à se mettre en place dans les premières pierres des premières rounds, on va dire. Tandis que double mixte, oui aussi, mais le fait que ça soit plus court, tu entres dans le vif du jeu plus rapidement. Maintenant, le ski alpinisme, tout simplement le sport que j'attendais le plus, voilà, parce que c'est le fameux nouveau sport des JO. Et celui-là, j'hésite entre mettre S et A, parce que j'ai envie de dire que si ce sport était arrivé à son plein potentiel, ça serait clairement un S. Mais vu la version qui a été proposée durant ces Jeux Olympiques, je mettrais un A. Ça reste vraiment un excellent moment, un sport très télévisuel, très fun à regarder, très facile à comprendre parce que c'est littéralement une course. Voilà, c'est littéralement le premier ou la première qui arrive gagne. Peut-être le seul petit problème, c'est que c'était trop court, peut-être. Le fait que ça durait 3 minutes, une descente et c'était fini. Et aussi peut-être que sur cette édition-là des Jeux Olympiques, peut-être que c'est un sport qui forcément n'est pas encore très développé, donc j'ai pas l'impression qu'on a eu des courses très serrées. J'ai l'impression que homme comme femme, la gagnante a gagné de très loin, même la deuxième a été arrivée deuxième de très loin. Même le et la troisième, c'était pas vraiment une compétition. C'est clair que si le niveau était plus resserré, ça aurait été beaucoup plus impressionnant.
Ça reste très très sympa ce qu'on a vu. Et le relais, j'aurais vraiment aimé le voir. Malheureusement, je n'ai pas pu. Mais ça m'avait l'air encore plus intéressant que le sprint normal, vu que cette fois-ci c'est 4 courses au lieu de juste une. Ça ajoute du contenu tout simplement. Très très hâte en fait de voir comment ce sport va se développer dans les 4 prochaines années pour atteindre les JO 2030. Ensuite, pour le cross et le halfpipe, j'ai regroupé le snowboard et le ski acrobatique parce que bon, encore une fois, en tant que personne 100% lambda, il n'y a pas une énorme différence qu'on peut remarquer entre le snowboard et le ski personnellement. Genre, pour moi, les deux, c'est des athlètes incroyables, ultra impressionnants, ultra talentueux qui font des gestes de fou. Et concrètement, je saurais même pas vous dire c'est quoi vraiment les différences dans les gestes entre le ski et le snow. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de les regrouper ensemble. Mais bien évidemment, si vous êtes un petit peu plus professionnel, vous allez me dire que c'est totalement différent, que les gestes sont pas du tout pareils, etc. Mais bref, snow et ski cross, c'est le S, peut-être mon épreuve préférée de ces Jeux Olympiques, tout simplement. C'est comme un 100 mètres en fait, je trouve. J'ai vu un débat sur Twitter qui disait c'était quoi l'équivalent du 100 mètres au JO d'hiver. Et moi je trouve que le snow et le ski cross, ça mérite d'entrer dans la compétition. C'est très très cool que ça soit un sport simultané. On va y venir, mais un des trucs un peu chiants que je trouve à ces JO d'hiver, c'est qu'il y a tellement de sports qui se font individuellement, genre athlète par athlète, et ça gâche un peu ce côté course, ce côté compétitif, parce que ils passent donc forcément pas en même temps. Les crosses, c'est pas le cas. Les crosses, c'est les 4 ensemble. Ils partent au même moment, même ils se compétitionnent durant la course et le premier qui arrive gagne. C'est très impressionnant parce qu'il y a toujours aussi des retournements de situation et un petit peu comme le short track, c'est un avantage et un inconvénient aussi. Avantage parce que c'est toujours très impressionnant, tu sais que c'est jamais fini, tu sais que même si une personne arrive 4ème avant le dernier virage peut tout changer et le 4ème peut devenir premier. C'est arrivé plusieurs fois durant ces jeux, donc il y a ce côté très imprévisible, mais il y a aussi ce côté qu'on se demande si c'est vraiment mérité. C'est juste parce que tu as profité d'une bonne action dans le dernier virage, tu gagnes la course alors que tu as traîné derrière pendant tout le reste de la course. Est-ce que c'est vraiment mérité? Il y a ce débat là, mais sinon très très bon sport. Et c'est pareil que halfpipe, pareil, vraiment j'ai ultra aimé. C'est peut-être le sport, on va dire, d'acrobatie que j'ai le plus aimé. Bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais en tant que personne lambda, je connais pas du tout c'est quoi les mouvements, c'est quoi les pointages associés et tout, mais ça me paraît encore une fois assez clair que si tu fais vraiment un beau mouvement, très beau, avec plein de tours et que t'atterris bien, tu vas gagner plus de points. C'est pas très très controversé, je trouve, le pointage. Et ouais, vraiment, l'avantage du halfpipe par rapport au big air, c'est que c'est quand même une longue descente avec plusieurs sauts, plusieurs manœuvres, donc t'as vraiment le temps de te régaler. Et aussi c'est pas si long que ça, je crois c'est 10 ou 12 compétiteurs sur 3 rounds. C'est très impressionnant et c'est très intense et chaque round peut être décisif. J'aime aussi beaucoup le fait que t'as le droit à l'erreur un petit peu, t'as le droit de tomber une fois parce que seuls les 2 meilleurs essais sont comptabilisés. Je pense que ça fait que les athlètes sont beaucoup plus libres, peuvent beaucoup plus tenter de donner le meilleur d'eux-mêmes au lieu de jouer la sécurité, et ça marche très bien, ça fait vraiment des mouvements fabuleux tout simplement. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié le big air. Vraiment, je sais pas pourquoi, j'y avais pensé en plus quand j'ai préparé la vidéo, donc c'est un peu chiant, mais le big air, je l'aurais mis dans A. Toujours très impressionnant, toujours un format que j'aime bien. C'est un format relativement court et le fait de pouvoir se tomber une fois, encore une fois, ça ajoute beaucoup plus de prise de risque. Mais le big air, c'est juste un saut, tandis que le halfpipe, c'est plusieurs mouvements à la suite enchaînés. Et donc c'est pour ça que le halfpipe c'est en S et le big air aurait été en A. Slalom parallèle géant, j'ai pas regardé malheureusement, mais ça avait l'air très très bien. Aeroads en français c'est saut acrobatique. J'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Bon, celui j'ai regardé juste un tout petit bout, mais de ce que j'ai vu, c'était vraiment très impressionnant. C'est des sauts complètement différents de ceux qu'on retrouve au big air ou au halfpipe. Pas grand chose d'autre à dire à part waouh. Les boss, j'ai pas regardé non plus malheureusement. Et on va attaquer le ski de fond. Bon, on va pas se mentir,
c'est l'un des sports les plus nuls de ces JO là. Le sprint, j'ai même pas regardé, mais je pense que si j'avais regardé, ça aurait été en E. Voilà, moi j'ai regardé un skiathlon. Et ouais, c'est pas très intéressant, c'est très long. Contrairement au biathlon où t'as cette partie tir à la carabine qui ajoute vraiment du piquant, mais comme jamais. Bah là forcément ski de fond c'est juste des mecs qui skient pendant 20 km dans des paysages quand même très répétitifs de montagne, ils font plusieurs fois la même boucle, c'est pas très télévisuel je trouve. En soi c'est un peu comme au sport d'été, c'est les marathons, les marches rapides sur très longue distance, même la natation sur très très longue distance, les triathlons, enfin tout ça. Tout ça c'est vraiment, faut être passionné je trouve, c'est très très long, c'est assez redondant aussi, dans le sens que c'est toujours les mêmes gestes à la montée ou à la descente qu'il faut exécuter. Donc voilà, les épreuves d'endurance comme ça, des épreuves de longue distance, c'est pas très très fun à regarder. Et maintenant on passe au patinage de vitesse sur longue piste, et pour le coup c'était peut-être ma plus grande déception de ces jeux-là, surtout les épreuves de mètres, hein, donc 500, 1000, 1500, etc. C'est très très long, très très répétitif, et vraiment j'ai pas du tout aimé le fait qu'il y ait seulement 2 concurrents ou concurrentes à chaque fois. Ça rend la partie excessivement long, et je pense dans l'inconscient collectif, quand c'est des courses de vitesse comme ça, on aimerait avoir tous les participants sur la piste en même temps, un peu comme au short track. Enfin, ça me paraît logique et c'est un petit peu anti-climatique, comme disent les anglophones. La manière d'arriver que, au final, c'est juste un chronomètre qui détermine. Ça enlève un petit peu ce côté stressant, ce côté climax, comme j'ai dit, à ces courses-là. Et le truc, c'est que contrairement au short track, le truc, c'est que tu vois la technique, tu vois la façon de pencher le corps, de mettre sa main, de tourner dans les virages. Tu vois clairement que c'est extrêmement technique. Sur longue piste, clairement, on sait aussi que c'est extrêmement technique, mais on arrive moins à le voir, je pense. On arrive moins à repérer les différentes actions parce que t'as juste l'impression que c'est des mecs qui patinent pendant 10 minutes avec des gestes, encore une fois, très répétitifs. Il n'y a pas cet aspect de dépassement comme on voit au short track. Ce qui contraste donc bien évidemment avec le mass start, qui est véritablement, je pense, ce à quoi on s'y attend un petit peu quand on dit patinage de vitesse. Voilà, parce que cette fois-ci, tous les concurrentes partent en même temps et il y a cette notion de dépassement, il y a cette notion de le premier qui franchit la ligne a gagné, qui est beaucoup plus excitant et beaucoup plus sportif dans un sens conventionnel, je pense. C'est vraiment agréable de voir que là il y a vraiment des notions de stratégie très visibles. En soi, aux épreuves individuelles aussi, il y a ce côté stratégie que tu vois quand les athlètes décident d'accélérer ou pas, mais c'est pas très visuel, tu le vois juste avec le chronomètre, tandis qu'au mass start, ça se voit clairement lesquels décident de rester un petit peu dans le groupe avec tout le monde et lesquels décident de partir en avant, à quel moment aussi ils font leur accélération, leur sprint. C'est très impressionnant et très visuel. Et ouais, cette notion de groupe où tu dois un peu rester dans la file avec tout le monde pour économiser ton énergie. Mais s'il y en a un qui décide de partir tout devant, ça joue dans la tête de tout le monde, ça perturbe tout le monde, c'est très intéressant et c'est très facile à comprendre aussi, je trouve, les différentes stratégies. Poursuite par équipe, ça va aller en B. C'est quand même assez intéressant et visuel à regarder. Je dirais que ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'aspect collaboration parce que on comprend un petit peu mal comment dans une épreuve de patinage de vitesse, des équipes peuvent collaborer, mais au final, ça se voit très bien qu'ils s'aident mutuellement et s'assurent toujours d'être assez collés, assez ensemble, et ça se voit que genre aérodynamiquement, ils s'aident dans leurs mouvements. Je sais pas comment le dire, mais vous avez compris. Il y a cet aspect-là plus visuel où clairement l'équipe qui franchit la ligne en premier gagne. Il y a ce côté intéressant de quart de finale, demi-finale, finale, toujours très stressant et apporte du piquant, mais ça reste un petit peu sans plus parce que on retombe peut-être un peu quand même dans ce truc de c'est très répétitif, ils font à peu près tous les mêmes mouvements, c'est très organisé. On voit peut-être moins bien les différentes stratégies que dans le mass start. On va passer au biathlon. Honnêtement, le biathlon individuel, c'est sévère, mais limite je le mets en C parce que tout simplement il y a trop de concurrents en fait. Le fait qu'ils partent tous en décalé,
vraiment, je suis désolé, ça t'empêche de profiter du truc. Il y a tellement de concurrents que les meilleurs athlètes, tu les vois de manière très entrecoupée. J'ai l'impression que ouais, ça empêche vraiment de profiter de la course, de voir tout ce qui se passe, tout simplement parce qu'il y a tellement de trucs qui se passent à gauche, à droite. Donc voilà, en soi, le sport, comme vous allez voir, il est vraiment pas mauvais. J'ai vraiment aimé le sport en soi. Mais ce truc-là de 60, je sais pas, 70 concurrents en même temps que la télé, et c'est ça en fait. C'est ça que je voulais dire, c'est pas très télévisuel en fait. Peut-être que sur place, c'est beaucoup mieux parce que tu vois tout le monde en vrai à leur position, mais à la télé, c'est compliqué de se focuser sur tout le monde et clairement, ils y arrivent pas. Et ça fait un finish aussi, comme j'ai dit, très anti-climax. Encore une fois, les finishes au chronomètre, c'est certainement moins excitant que les finishes de le premier qui traverse la ligne gagne. Mass start, par contre, on est sur l'un des meilleurs sports de ces JO-là, l'un des moments où j'ai pris le plus de plaisir à regarder personnellement. C'est peut-être mon côté français qui me fait dire ça, parce que la France est très forte au biathlon, alors que si la France n'était pas aussi forte, c'est clair que j'aurais moins aimé. Mais en même temps, si le Canada n'était pas fort au hockey, j'aurais moins aimé le hockey également. Donc, je pense que c'est quand même compréhensible de prendre ça en compte. Par contre, autant le individuel, j'ai eu beaucoup de mal, autant le mass start, même le relais aussi que j'ai regardé, c'est incroyable, c'est extrêmement excitant. Toujours de l'intensité, toujours de l'action. Et toujours des rebondissements. C'est pas des rebondissements en fait, j'ai envie de dire un peu illégitimes, comme par exemple au cross ou au short track, où véritablement le short track, véritablement des fois tu glisses et tu tombes et c'est fin de course pour toi. Au biathlon, vraiment, si tu te foires au tir, bah tu peux vraiment t'en prendre qu'à toi-même. Il y a ce côté-là un peu de justice directe, où si tu fais un bon tir, hop, t'avances direct. Si tu fais un mauvais tir, tu vas avoir une pénalité. Donc voilà, c'est très intéressant. Pour le coup, là c'est très télévisuel. Et même sur la partie ski de fond, quand même il peut avoir des dépassements, il peut avoir des accélérations, il peut avoir des trucs qui se passent. Et c'est pour ça que le biathlon, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et on arrive au patinage artistique. Et vraiment les gars, peut-être que j'ai pas été assez ouvert d'esprit, peut-être que j'ai pas essayé. Mais vraiment, j'ai énormément de mal. Je réfléchis à le mettre en D. Mais je me dis que si j'ai le choix entre regarder du slalom ou du patinage artistique, je regarderai quand même le patinage artistique. Mais c'est clair que si j'avais le choix entre regarder du curling ou du patinage artistique, je choisirais clairement le curling. Donc pour moi, ça va en C. Vraiment, je comprends pas ce sport, je comprends pas la hype de ce sport. C'est extrêmement long. Peut-être j'ai juste pas la concentration pour regarder ça en fait, parce que c'est tellement long. Je saurais même pas vous expliquer pourquoi, parce que vraiment le côté impressionnant c'est bien, mais je suis pas impressionné de la même manière par des sauts au patinage artistique que dans un big air ou dans un demi-lune. Ouais, je sais pas, j'ai presque envie de dire que c'est répétitif, mais ça viendrait un petit peu à l'encontre de ce que j'ai dit, parce que si j'ai autant aimé la demi-lune, je peux pas vraiment me permettre de dire que patinage artistique c'est répétitif. Mais non, vraiment, je sais pas, je comprends pas ce sport, je comprends pas la hype, c'est trop long, ça dure des big 4 heures avec beaucoup de temps pour refaire la glace entre temps. Les numéros individuellement sont très longs, je perds très vite ma concentration, je perds très vite, je pense, la capacité de m'émerveiller aussi, parce qu'au bout d'un moment, quand t'as 10 gestes ultra impressionnants en une course, bah ça devient un petit peu moins impressionnant, je trouve. Mais ouais, vraiment, la notation, je vais même pas parler, c'est clairement le sport le plus subjectif de ces JO là. Il y a peut-être un côté vraiment malsain aussi, je trouve, avec les athlètes qui doivent avoir un physique parfois malsain pour pouvoir compétitionner au mieux, mais bon, ça en soi c'est vraiment pas un problème qui est unique au patinage artistique, hein. Mais non, vraiment, j'ai eu quasiment aucun plaisir à regarder ça. J'ai même pas mis les différentes catégories, genre je sais qu'il y a le danse, il y a le équipe, il y a le freestyle, tout ça, parce que pour moi c'est la même chose. Pour moi, j'arrive pas à voir la différence. Pour moi, c'est des gens qui font des trucs impressionnants sur une glace, voilà, je le reconnais, mais moi je sais pas, ça m'excite pas. J'arrive vraiment pas à comprendre la hype. On dirait que j'ai même pas d'argument objectif pour défendre le fait que je le mets en C, mais juste vraiment ça m'excite pas. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette très longue vidéo. Je suis content de faire quand même ce long format, parce que j'aime mieux prendre le temps vraiment de dire les choses, de vous apporter une analyse assez complète. Et ça clôture donc aussi forcément cet arc
Jeux Olympiques d'hiver 2026 sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes, même si elles sont très différentes que celle-ci. N'hésitez aussi pas à faire la tier list et à me partager vos opinions dans les commentaires. Et puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farsrapa. A plus à la prochaine. Allez, ciao.